bonjour, vous êtes Caroline Zorn, vous êtes candidate pour les Européennes 2024. Vous êtes née à Thionville, dans l'Est de la France, le 28 juillet 1980. Vous êtes actuellement élue à la mairie de Strasbourg, mais vous êtes aussi vice-présidente d'une eurométropole qui recouvre la commune de Strasbourg et 32 autres communes, qui est, je crois, une des rares eurométropoles, mais vous allez nous expliquer ce qu'est une eurométropole. Et vous êtes vice-présidente depuis 2020. C'est bien ça. Donc vous êtes tête de liste aussi. Oui, tout à fait. C'est pour ça que vous êtes ici. Vous êtes tête de liste du parti qui s'appelle les Pirates. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 secondes avant d'entamer les questions, qu'est-ce qu'une eurométropole et puis le parti pirate, quelques mots sur le parti pirate. Tout à fait. Alors, l'Eurométropole de Strasbourg est effectivement une communauté, un EPCI qui entoure la ville-centre, la ville de Strasbourg, et qui est au cœur de l'Europe. C'est-à-dire qu'on a souvent l'impression que Strasbourg est à l'est de la France, mais si on prend un peu de hauteur, on voit bien que Strasbourg et son eurométropole est au cœur du continent européen. Et Strasbourg est d'ailleurs une des 2 villes avec Genève qui est une ville qui a le statut de ville diplomatique sans être une capitale. Donc effectivement, Strasbourg est définitivement, avec le siège du Parlement européen, une capitale européenne, si ce n'est la capitale européenne. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et donc j'ai le plaisir d'être conseillère municipale de Strasbourg et vice-présidente de l'Eurométropole. J'ai la charge de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation et des questions numériques, des industries culturelles et créatives. Donc c'est un très très beau mandat. Je suis très très fière d'être élue à Strasbourg. C'est une ville que j'aime depuis 10 ans et je suis effectivement élue depuis 2020. C'est mon premier mandat. Je n'ai jamais été élue auparavant et je n'ai jamais été dans un parti politique auparavant. Vous êtes avocate, vous venez de la société civile. Pirate, qu'est-ce que ce parti ? C'est ça, c'est qu'en cherchant des techniques pour animer mon groupe politique à la ville de Strasbourg, j'ai fait la connaissance d'autres élus au numérique de grandes villes de France, et notamment de Marseille, qui m'ont fait découvrir ce qu'était le parti pirate. Et il n'est pas très connu et il gagne à l'être, puisque c'est un parti qui fait partie des partis pirates européens. Donc il est né, ce parti, en 2006 en Suède, à un moment où il était question de la bataille pour le partage des connaissances et pour le partage des savoirs en ligne. Et puis les géants de l'industrie culturelle avaient voulu insulter les militants qui étaient pour ce partage libre des connaissances et les avaient traités de pirates. Et donc ces militants ont dit mais qu'à cela ne tienne, on va créer le parti pirate. Et en Suède, le terme de pirate est assez élogieux, c'est synonyme finalement d'audace et de liberté. Donc ça a fonctionné et quelques années plus tard, très rapidement d'ailleurs, nous avons eu des eurodéputés suédois, puis allemands, puis tchèques. Et donc c'est un parti aussi qui compte des parlementaires en Islande, au Luxembourg, où on a quasiment 10% d'intention de vote au Luxembourg. Donc un peu partout en Europe et dans le monde, il y a des pirates. Et en France, un parti dont la vocation est de protéger. De protéger et d'innover. Oui, d'innover. Merci. Nous, Europa Nova, nous avons réuni la société civile, on en parlait, européenne, 50 leaders d'opinion, mais aussi quelques citoyens, à Lisbonne il y a quelques mois, pour réfléchir ensemble sur les prochaines priorités à l'horizon 2040. Nous avons produit donc ce rapport qui parle de puissance, une puissance globale, durable et responsable. Voilà, et je vous ai invité pour que vous me disiez quelles sont pour vous les 3 priorités pour l'Europe 2040. Je pense que la première des priorités quand on est au Parti Pirate, c'est de faire participer les citoyennes et les citoyens qui font l'Europe, qui vivent l'Europe. Et vous avez parlé à l'instant de traité, et nous voulons vraiment qu'il y ait un nouveau traité, qu'il y ait une convention citoyenne et qu'il y ait à nouveau ce lien qui se crée, parce qu'il y a un sentiment de défiance, je le crois, qui est beaucoup trop répandu. Et je pense que l'Europe, c'est aussi une question d'attachement, c'est une question de citoyenneté. Et la citoyenneté, elle passe par cette émotion et par cet amour en fait, du territoire où l'on vit. Donc c'est pour ça que je pense que la première des choses, c'est retrouver ce lien. Et ce lien, il passe par une implication des personnes et par le fait de se sentir écouté lorsque l'on donne son avis. Donc ça, c'est la première des choses.
La deuxième, je crois que les questions de liberté, là encore chez les pirates, sont fondamentales. Nos valeurs, c'est liberté, démocratie, partage. Et donc les libertés sont au premier plan. Et je crois qu'on a un problème en ce moment avec les libertés en Europe. Aujourd'hui, 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Et on oppose trop souvent en Europe et dans le monde, mais en Europe aussi, et en France particulièrement, ce qu'on a appelé la raison d'État au regard de la liberté d'informer et du droit à l'information du public. Et donc on voit que beaucoup trop de journalistes aujourd'hui sont inquiétés pour cette raison-là. Par ailleurs, les libertés, là encore, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, les libertés, elles vont jusqu'aux libertés de paiement. C'est-à-dire que moi, je mène une politique sur le numérique responsable, sur le logiciel libre, sur les libertés numériques. Et au titre de ces libertés-là, il y a aussi la liberté de s'informer, de communiquer, de vivre finalement des relations par Internet et d'avoir la liberté de payer, de choisir ses moyens de paiement. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'aborder la question des crypto-monnaies parce qu'elles ont, à l'aune de ce développement européen en matière des affaires, elles ont une importance. Donc ça, je pense que c'est le deuxième élément, la question des libertés. Vous voyez que c'est vaste hein, quand on parle de liberté. C'est un peu mon sujet de prédilection en étant avocate. Et le troisième élément, je vous parlais à l'instant du numérique, et je crois que le numérique devient une source d'inquiétude, j'oserais même dire une source d'angoisse. On a lu des tribunes... Un sujet de sécurité. Alors, un sujet de sécurité, évidemment, mais il ne faut pas que ça devienne synonyme d'enfermement, de cybercriminalité, d'infraction en ligne. Le numérique ne doit pas cristalliser toutes ces angoisses-là. Donc, il faut se rappeler que c'est un levier d'émancipation, que bien mener les politiques publiques sur le numérique permettent d'innover, permettent de faire grandir, et donc il ne faut pas qu'on assimile le numérique uniquement à des questions de danger. Ça doit être aussi toujours perçu comme un levier pour les transitions démocratiques et les transitions vertes. La question de la durabilité est évoquée dans le rapport. Donc je pense que le numérique a toute sa place dans les politiques de transition et il ne faut vraiment pas le réduire à la question des dangers. Les dangers, ça s'analyse, ça se prévoit, il faut investir pour les limiter. Donc aussi des opportunités. Justement, j'allais vous poser la question de l'élargissement de l'Union européenne. Est-ce un frein, une opportunité? Quel est votre point de vue sur l'élargissement? Je commencerai par parler d'un point qui me frappe en étant à Strasbourg, où on a la chance d'avoir le Parlement européen, le Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme et d'autres institutions européennes. Et souvent, les Français ont du mal à faire la différence entre les compétences du Parlement européen, qui est un Parlement, voilà, et puis l'existence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est une juridiction, et une juridiction qui dépend du Conseil de l'Europe. L'Union européenne n'est pas le champ du Conseil de l'Europe. Et donc, mais pourtant, il y a le mot Europe. Donc, dans le Conseil de l'Europe, il y a 47 États membres. Alors, bon, maintenant, on sait que la Russie n'en fait plus partie. Et donc, c'est bien au-delà de l'Union européenne, au sens des États membres de l'Union. Et donc, moi, je pense qu'on a ce pont à faire, parce qu'on est un continent qui, somme toute, géographiquement, est assez petit par rapport aux géants mondiaux. Et je crois que notre force, elle est dans cette union. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de cet élargissement, mais ce n'est pas à moi de dire finalement si c'est bien ou pas, c'est aux gens de se prononcer. Et je crois que là encore, si on loupe ce tournant, si on prive les gens de cette parole, ça risque de très très mal se passer. Donc je pense que pour renforcer l'union et pour l'élargir, on a impérativement ce devoir de consultation citoyenne. Donc il y a beaucoup de refondation à faire. Et quel est votre point de vue sur la défense? Nous avons su récemment Jordan Bardella qui pense que la défense se fait à l'échelle française, voire quelques coopérations, mais plutôt une défense franco-française. Quel est votre point de vue sur la défense de l'Europe? Statu quo, on va plus loin? Et si oui, va-t-on jusque l'armée européenne? Doit-on développer l'industrie d'armement Made in Europe? Quelle est votre position? Ma position n'est pas celle de M. Bardella. Clairement, ça ne surprendra pas les gens qui connaissent le Parti pirate. Nous avons dans nos valeurs d'être cosmopolites et de ne pas s'arrêter à des visions qui soient strictement patriotes.
pas un gros mot le patriotisme, mais là pour le coup, je pense que la manière dont le Rassemblement national présente ses idées relatives à la défense, ça n'est tout simplement pas efficace. Je m'arrêterai là. Pourquoi ? Parce que si à l'échelle du monde, et on parle bien aujourd'hui de risques mondiaux, de risques globalisés, la France, l'État français, n'a tout simplement pas les moyens, sur le théâtre des opérations, d'avoir une force qui soit suffisante. Et qui voudra, en France, augmenter largement ses impôts en disant eh bien, nous allons miser uniquement sur la défense française. Ce n'est pas raisonnable, en réalité. Il faut mutualiser, et mutualiser parce qu'en Europe, nous avons des intérêts communs, voyons. L'Europe s'est construite sur des intérêts communs, sur d'abord des intérêts qui étaient ceux du charbon et de l'acier, au sortir de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale quand même, rappelons-le, et puis ensuite des intérêts qui sont aujourd'hui des intérêts démocratiques. Nous avons une bataille à mener qui est celle de l'idée de l'Europe, d'une certaine idée de l'Europe. Et ça, on ne peut pas le faire en simplement donnant davantage de moyens à une armée française, à une armée allemande, à une armée danoise, que sais-je. Non, il faut cette dimension européenne dans la défense aussi, et surtout dans les questions cyber. Là, vraiment, je suis très étonnée que des partis traditionnels ne soient pas davantage présents sur la question de la cyberdéfense et du renforcement des moyens de ce point de vue-là. Parce que le théâtre des opérations, aujourd'hui, c'est quand même souvent le cyberespace. Sur la défense, vous n'avez pas évoqué la question du nucléaire. Alors, il y a une question qui aujourd'hui fédère un peu plus les Français sur l'énergie nucléaire. Vous êtes pour ou contre le nucléaire, sans aller jusqu'à la dissuasion nucléaire, qui est un sujet d'actualité, mais plus structurellement, est-ce que vous voyez demain, sur les questions énergétiques, une Europe nucléaire de transition ou sans ? Alors, on est très très clair au Parti Pirate sur la question de l'énergie. Nous ne redoutons pas de dire qu'il faut une énergie qui soit décarbonée. Et décarbonée aujourd'hui, ça signifie à l'appui du nucléaire. Donc on ne peut pas dire qu'on est pour le nucléaire, on n'est pas pour une énergie. Mais en revanche, on est pour un environnement durable. Et je pense que le choix qu'ont fait les Allemands est un choix qui est regrettable. Surtout lorsqu'on habite à proximité de la frontière allemande, les questions de pollution avec les usines à charbon dont ils ne peuvent pas se passer aujourd'hui. Vous n'habitez pas très loin de la Roure. Oui, complètement. Voilà. J'y ai grandi et maintenant j'y vis un peu plus loin. Donc en effet, on récupère cette pollution-là. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus d'Allemands qui, eux aussi, d'ailleurs chez les Verts allemands, qui réfléchissent à renouveler leur position sur le sujet. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui fonctionner uniquement en termes d'énergie sur des énergies qui soient renouvelables. Il faut les augmenter, il faut un mix énergétique, mais ou alors on accepte qu'il n'y ait plus d'électricité dans certaines vallées. Et je parle notamment de certaines vallées des Vosges. Voyons. Donc il faut être pragmatique sur ce sujet. Et donc, si on veut une énergie décarbonée, pas 50 solutions aujourd'hui. Vous habitez dans une région frontalière, vous pouvez connaître, j'imagine, des couples franco-allemands, par exemple. Oui. Aujourd'hui, le droit européen n'existe pas tout à fait dans le droit privé, le droit des familles, puisqu'il peut y avoir des familles qui se déchirent, par exemple, pour la garde des enfants. Il y a des juridictions dans chaque pays. Il y a des décisions, mais après, il faut faire appliquer l'exéquatur de cette décision dans chaque pays et refaire des procès pour ceux qui ont perdu ou gagné, puisqu'il n'y a pas d'autorité qui mette en place, par exemple, l'exéquatur, en fait, l'exécution d'une décision. Ça, c'est pour le droit privé. Pour le droit des affaires, par exemple, il n'y avait pas, jusqu'à encore il y a quelques mois, de code européen du droit des affaires. Il n'y a pas vraiment d'harmonisation du droit des affaires. Je pense aux moyennes entreprises que vous avez beaucoup en Allemagne. Donc, êtes-vous pour plus d'harmonisation du droit européen ou êtes-vous pour moins d'harmonisation du droit européen ou un statu quo? J'ai des candidats qui m'ont dit qu'ils voulaient moins de règles, donc pas d'harmonisation parce que déjà moins de règles. Donc, quelle est votre position? Je pense qu'il faut vraiment ne jamais fréquenter... Et je m'adresse à une avocate. Oui. Mais en tout cas, pour avoir des positions aussi tranchées sur la question du droit de s'installer, sur la question du droit à la vie privée, à l'installation familiale, et puis aussi sur la liberté de commercer, comment est-ce qu'on peut ne pas vouloir une harmonisation aujourd'hui?
ou alors ça veut dire qu'on vit en autarcie. Là, pour le coup, on ferme complètement les frontières, on arrête de commercer, on arrête d'avoir des relations de l'autre côté de la frontière. C'est inimaginable. Pour nous qui sommes on va dire, dans ce pays des 3 frontières, c'est absolument inconcevable et nous ne sommes pas les seuls. Je pense que du côté de l'Italie ou de l'Espagne, les problèmes se posent de la même manière. Et quand bien même sans être frontalier, aujourd'hui dans un monde d'ouverture comme est le nôtre, on peut vouloir avoir des incantations d'autarcie de cette sorte. Mais ce n'est pas réaliste. Donc oui, il faut absolument une harmonisation. Et je pense que ce sont ces règles d'harmonisation qui vont permettre de rendre effectifs des droits fondamentaux comme ceux qu'on énonçait précédemment. Le traité de Lisbonne a consacré l'Europe des nations, celle qu'on connaît, l'Europe des États membres. Quel bilan faites-vous de cette Europe des nations et finalement plus structurellement et à plus long terme ou moyen terme, comment voyez-vous l'avenir européen? C'est-à-dire une fédération, on continue avec l'Europe des nations, une coopération, il y a différentes formes qui existent, qui sont discutées actuellement. Comment vous vous positionnez? Je pense que l'échelle de l'État-nation sera regardée dans 20 ans avec peut-être même un peu un sourire en se disant ah oui, c'est vrai, ça existait à l'époque. Ouais. Je pense vraiment que c'est un échelon qui n'est pas aujourd'hui adapté. Je fais un peu de prospective, parce que je pense qu'on parle de l'avenir de l'Europe, donc on est là pour ça. Je pense que c'est un échelon qui n'est plus adapté. Parce que je parlais tout à l'heure de questions d'émotion et de rapport en fait, au territoire. Les gens ont un attachement à leur région, à leur terroir. Le terme de terroir, déjà, c'est quelque chose de très européen. On ne l'a pas dans le reste du monde. On l'a en Allemagne. Tout à fait européen, voilà, c'est ça. Il y a un ancrage en fait, dans son territoire qui fait que les gens ont besoin de cet attachement. Et les États sont chargés de coordonner en fait, les politiques de ces régions d'Europe. On a 242 régions en Europe. On n'en parle jamais. Les régions et les villes d'Europe ont des particularités en termes d'industrie culturelle, en termes d'industrie, enfin du tourisme aussi, en termes de politique aussi parfois, et ont des ressources aussi, des ressources qu'elles soient géologiques, minières, des bassins de population qui sont très différents. Et ça, c'est le but de la politique de cohésion européenne, que d'avoir un territoire où on limite les écarts, mais en prenant en compte les particularités de ces régions. Donc pour nous, nous souhaitons aller vers ce qu'on peut appeler un confédéralisme démocratique. C'est un peu cette idée suisse de travailler avec des territoires qui soient... Ces régions d'Europe, elles existent déjà, il n'y a pas de révolution là-dedans, mais leur donner davantage de pouvoir à ces régions d'Europe. Et je tiens d'ailleurs à dire qu'au niveau de l'ONU, j'ai la chance d'être expert pour ONU Habitat sur la question de la ville intelligente inclusive, et on travaille réellement beaucoup sur la question de ces bassins de population et de ces territoires pour apporter des visions onusiennes, donc vraiment qui sont au-delà de l'échelon national, en respectant ce lien des personnes à leur ville et à leur cadre de vie. Donc je pense que vraiment il faut renouveler la manière de voir l'État-nation n'est plus un échelon qui va être pertinent dans le futur. Il a du sens, mais dans le futur, je pense qu'on le verra différemment. Vous êtes déjà élu. Quelle a été l'action dont vous êtes le plus fier jusqu'à présent? Alors, pour moi, ce sera les questions d'éducation populaire au numérique. Parce que tout ce qu'on évoque sur la cybersécurité, sur la cybercriminalité, sur utiliser au quotidien tous ces équipements informatiques qui nous entourent, eh bien tout cela, on ne peut pas le faire autrement qu'en tant que consommateur si on n'est pas éduqué au numérique. Et donc, pour faire en sorte aussi que les femmes, autant que les hommes, accèdent au métier du numérique, pour faire en sorte qu'on puisse savoir quel est l'hébergement opportun pour nos données personnelles, pour décider de notre avenir et de notre vie numérique, il faut être éduqué à ça. Et donc, le fait d'avoir ouvert un tiers-lieu d'éducation populaire au numérique à Strasbourg et d'avoir engagé une politique qui passe par les libertés numériques, les solidarités numériques et également la soutenabilité numérique, ça c'est une politique publique dédiée au numérique responsable qui me rend très fière. Alors dernière question, et là je m'adresse non pas à la femme politique que vous êtes déjà, mais à la femme tout simplement, à la citoyenne. Qu'est-ce qui vous a donné le déclic de l'Europe
peut-être par votre histoire, votre enfance, une émotion. Vous parliez d'émotion tout à l'heure et de cœur. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous briguez pour ce mandat très important, le mandat européen, voilà, qui n'est pas toujours très proche de nous comme notion, mais vous l'incarnez à travers vos propos. Vous êtes né, je crois, voilà, dans une région frontalière, dans une des capitales européennes, entre guillemets. Racontez-nous votre histoire, finalement. Moi, je suis née à Thionville, en Moselle. J'ai grandi dans la vallée de la Fensch, qui est une vallée industrielle qu'on connaît par Bernard Lavilliers pour Fensch Valley, vous voyez. Et je me souviens, enfant, lorsque on prenait la voiture pour aller à Luxembourgville, et ce moment où on passait la frontière, c'était quelque chose qui était, à l'époque, on avait, enfin la douane, c'était encore quelque chose. C'est-à-dire qu'on traversait, on passait d'un pays à l'autre. Et puis ensuite, c'était Schengen. C'est un charmant village d'ailleurs, Schengen. Et puis, ces accords de Schengen ont permis qu'on passait la douane et il n'y avait plus les douaniers qui étaient là. Et puis, quelques années après, non seulement il n'y avait plus les douaniers, mais on avait la même monnaie. Et c'était quelque chose d'exceptionnel en fait pour nous. Moi, j'en ai des frissons à y repenser. Quand on a grandi près d'une frontière, c'est réellement le fait de communiquer avec ses voisins européens, le fait d'avoir... parfois les mêmes produits dans la salle de bain. Enfin, on va parfois le week-end en Allemagne en tram, puisqu'à Strasbourg, vous prenez le tram et vous allez en Allemagne. Donc, ou en prenant le pont de l'Europe. Voilà, tout à fait. Vous êtes dans la même ville en Allemagne et en France. Voilà, on passe sur le pont de l'Europe et on va faire des courses, on va boire un café avec les amis allemands. Et donc ça, c'est vraiment... Et les discussions qu'on a là, dans ces moments-là, ça relève en fait de la fraternité. C'est ça en fait l'Union européenne, et je pense que il ne faut pas avoir peur des gens qui font l'Union européenne, et peut-être qu'on s'est trop éloigné de ce lien-là. Merci pour ces messages d'espoir, d'audace. Merci surtout d'avoir répondu à notre entretien. Merci à vous. Merci beaucoup, c'était un plaisir.